Donc bonjour à tous et à toutes. Donc tout d'abord, très bonne année, à tout le monde. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et on se retrouve donc aujourd'hui dans ce nouveau webinaire donc qui traitera sur tout ce qui est généralité électrique. Donc ce webinaire sera coupé en 2 parties, donc une partie aujourd'hui sur ces généralités, une partie demain, donc sur tout ce qui est, les effets de signaux, électriques, sur les capteurs. Donc aujourd'hui, je suis accompagné donc de Luc Mijon, qui est donc ingénieur d'application. Bonjour à tous. Et moi-même, donc Colin Dizès, chargé de marketing digital. Et donc rapidement, je vais vous présenter, donc même si je pense que vous connaissez bien PCB, rapidement donc la marque. Donc PCB, donc c'est une entreprise donc américaine qui a été fondée en 1967 aux États-Unis à Buffalo. Donc on développe et fabrique donc des solutions de mesure de grandeur physique. Et donc la société française, donc PCB Piézotronic SA, donc existe depuis maintenant donc 22 ans, depuis 2000. On est 20 salariés et on a environ donc chaque année 8 millions de chiffres d'affaires. Et donc concernant nos marques, donc nous avons donc évidemment PCB Piézotronic pour les capteurs ICP, donc en DevCo depuis 2019 pour tout ce qui est capteur MEMS. Ensuite donc The Modal Shop pour tout ce qui est étalonnage, pot vibrant. IMI-Sensor pour donc les capteurs, en tout cas tout le côté industriel. Et enfin donc Larson Davis pour tout ce qui est donc sonomètre et en général capteur de mesure sonore. Donc maintenant, je vais laisser la main à Luc pour la présentation de ce webinaire et n'hésitez surtout pas à poser donc vos questions sur le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci Colin. Hop. En avant-propos, ce webinaire qui a été fait sur les bonnes pratiques électriques, comme disait Colin, il est dans la suite de 2 autres qu'on a fait en septembre-octobre dernier sur la partie bonnes pratiques mécaniques que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de PCB. On l'a fait aussi en une seule session en décembre et il s'est trouvé que on nous a rapporté que c'était un peu trop dense et du coup c'était trop condensé, on n'avait pas le temps de discuter avec vous puisque l'objectif ça reste un partage. Ces thématiques de webinaire sont venues parce que on a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de questions où des gens nous ont dit que ce serait intéressant de parler plutôt de ça. L'aspect électrique, encore une fois, c'est un partage de nos expériences et de certaines bases dont il faut s'affranchir pour avoir des mesures et des signaux de bonne qualité. Donc, ce que disait Colin, cette première partie aujourd'hui, c'est assez général sur la partie électrique et câblage, et la partie qui sera demain concernera principalement en fait la partie signal capteur et influence. Pourquoi on câble de cette façon ou pourquoi on a tel type de circuit électrique. Quand on part maintenant sur le sujet au global, on repart de la base qui est le capteur quand même. Tous nos capteurs sont donc des systèmes qui vont donner un signal électrique à partir d'une déformation mécanique qui va varier en fonction de la technologie du capteur. La diapo que vous avez en face de vous, ça représente les 3 principales qu'on utilise. Donc les capteurs de type résistif, où on va avoir une déformation mécanique qui va entraîner une variation de résistance. La partie capacitive, où on va avoir 2 surfaces et associé à la déformation, on va faire varier la distance entre les 2 surfaces, qui vont changer donc la partie capacitance d'un condensateur. Et la partie piézoélectrique, qui est un assemblage soit ferroélectrique, soit un cristal avec des propriétés piézoélectriques, où lorsqu'on va exercer une pression, on va déformer l'arrangement de cette partie sensible et délivrer des charges. Ces charges étant proportionnelles à la déformation. Donc à chaque fois, on a un phénomène physique. On les voit, accélération ici, pression, les microphones qui sont une autre variation de pression et les capteurs de force. On va générer une déformation qui va intégrer un signal électrique. On pourra après laisser en tant que signal analogique, électrique, ou alors l'intégrer dans un système plutôt digital ou un autre type de transmission. Donc automatiquement. Alors je crois que Luc a encore des problèmes de connexion.
Excusez-nous pour ça, ça arrive généralement. Pour ceux qui étaient présents au dernier webinaire, c'était un peu pareil. Donc, je répète ce que je disais il y a 5 minutes, mais n'hésitez pas à poser des questions. Luc se fera un plaisir donc, de y répondre, évidemment. Et demain, donc, comme je le disais, il y aura un autre webinaire donc, sur la deuxième partie pour donc, tout ce qui est les effets de signaux électriques, donc à 10 heures aussi. Donc, si vous n'étiez pas inscrit, bah, n'hésitez pas. Ah, et Luc est de retour, parfait. J'aime Chrome. C'est ce qui marche le mieux. Excusez-moi. Donc, je sais pas du tout, je me suis arrêté, Colin, ou quand j'ai été déconnecté. Tu t'es arrêté. Alors, En gros, ce que je disais, le principe, c'est un phénomène physique qui génère un signal électrique qui sera soit maintenu en tant que signal électrique, donc analogique, soit qui sera transformé par un autre type de transfert digital ou par radiofréquence actuellement. Ça va comme ça? C'était à peu près ça, Colin? ouais, très bien. Parfait. Donc, la première des choses dont on va essayer de s'affranchir, c'est des perturbations. On considère que sur un signal analogique, c'est la même chose que le transfert de personnes d'un endroit à un autre. Si jamais j'ai des gens qui vont de Paris à Auxerre, ils seront intéressés pour ne pas être perturbés par les gens qui font Paris-Lyon ou ceux qui font l'île-Marseille, ou voilà, tous les croisements possibles. Donc, on va faire des chemins électriques qui seront comme des voies. Et on va avoir la même chose, des voies qui vont devoir se croiser avec des intersections. On va avoir des autoroutes et du transfert, enfin, qui vont se croiser, et il ne faut pas que les gens se dérangent les uns les autres. Donc on va créer des zones d'isolement ou des sécurités pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre l'un et l'autre. Quand on voit sur la partie capteur, on imagine bien les problèmes d'alimentation. C'est-à-dire, si on a un défaut sur l'alimentation associé à un problème d'isolement, on va avoir soit une fuite du courant qui va potentiellement plus alimenter de façon suffisante le capteur, ou inversement, on va avoir une surtension qui peut détruire les phénomènes. Si c'est sur le signal, automatiquement, ce sont des données supplémentaires qui vont s'intégrer et qui vont parasiter le signal. Et automatiquement, on peut avoir un bruit aussi qui est, imaginez, une perturbation d'un avion qui vient passer au-dessus d'une voie. S'il n'est pas assez haut, les gens qui sont en dessous, ils vont tout entendre, ils vont être perturbés par le passage de l'avion, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Quand on regarde au niveau fil, l'exemple qui est présenté, c'est un exemple assez extrême, où on va avoir les conducteurs qui vont avoir différents niveaux de protection pour être le moins sensible possible. On va jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que ce qu'on appelle chez nous les câbles faibles, le bruit, c'est qu'on va même mettre des systèmes anti-frottement pour éviter le phénomène triboélectrique qui pourrait lui aussi interagir sur les conducteurs. Le phénomène triboélectrique, je le compare toujours à un coureur de jogging quand il va mettre des chaussures. Si vous avez une chaussette et un pied, en courant, vous allez avoir un frottement entre la chaussette et le pied, et on va pouvoir développer des ampoules, ou chauffer du moins, déjà, ce qui n'est pas voulu lorsqu'on court. On va avoir un système avec des chaussettes de plusieurs épaisseurs, où les différentes couches de la chaussette vont frotter entre elles, mais par contre, on n'aura jamais d'échauffement sur le pied. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que les différentes interfaces vont pouvoir se déplacer et frotter avec le mouvement du câble sans jamais venir perturber le conducteur central. On a rajouté en plus sur ce site 2 niveaux de tresse, c'est vraiment extrême, mais qui fait qu'on va avoir moins d'interaction aussi avec tout l'environnement rayonnant extérieur ou les bruits qui pourraient impacter le câble. Quand on va tester ces isolements, on va utiliser ce qu'on appelle un mégomètre ou un testeur d'isolement. C'est ce qui est représenté en bas à droite. On dirait donc un multimètre standard, sauf qu'on le différencie bien avec le bouton central qui est test, puisqu'à l'inverse d'un ohmmètre qui va injecter 1 volt et mesurer la résistance, là on va avoir une tension plus élevée qui va permettre de solliciter avec des tensions beaucoup plus importantes,
notamment quand on a un circuit de 220 ou 24 volts ou 50 volts. Le tester à 1 volt, on va limiter le type d'essai. Là, on va injecter une tension sur le circuit et on va mesurer justement la résistance qu'on va pouvoir avoir entre les différents conducteurs. L'importance de cette protection et de ce test d'isolement, c'est ce qu'on voit sur la notion des surgainages, c'est que quand on a deux fils, au même titre que les avions, on a deux fils conducteurs, l'air est un isolant, mais pas forcément un isolant suffisant, donc on va rajouter des gaines essentiellement plastiques de type vernis, pour isoler mécaniquement et éviter un transfert d'électrons qui pourrait y avoir si la tension entre les deux conducteurs est trop importante, provoquant un arc électrique. On rappelle, le système du condensateur, c'est deux surfaces avec un milieu qui est potentiellement isolant, mais on va faire varier la distance entre les deux surfaces qui va permettre un transfert quand même de charge. Et ça, c'est le phénomène du condensateur. Donc, on pourrait très bien avoir ce type de phénomène si les signaux sont trop importants entre les différents conducteurs. Dans la photo qu'on voit donc avec le connecteur, on a le surgainage qui est fait pour protéger les picots des signaux. Parfois, c'est possible, parfois, c'est pas possible. Si on regarde la partie, cette fois-ci, du composant supplémentaire qui est un identifiant, là, du coup, il n'y a pas de protection. On pourrait très bien rajouter une protection par une résine. Encore une fois. La vidéo qui est derrière, du coup, Colin, s'il te plaît, pourrais-tu la lancer, est un exemple justement de ce phénomène d'isolement et de limite de l'isolement. Là, c'est un trident. Est-ce que je peux mettre sur pause rapidement? C'est un capteur, donc 3 axes, qui arrive donc avec son câble. On a fait un trident et une séparation de chacun des axes. La grosse machine qui est au-dessus, avec le bouton de test sur lequel je suis en train d'appuyer, fait le test d'isolement. Il délivre ici 500 volts. Et on voit bien qu'il y a, malgré les gaines de protection, les gaines de protection de chacun des isolants, on a quand même un arc électrique qui se génère parce que la résine qui est mise dessus n'est pas sèche. Normalement, je mets des gaines thermo, le test a été fait parce que j'avais oublié de mettre une gaine thermorétractable, je l'ai remplacée par une résine. Donc on voit bien que malgré les isolants, on a quand même un signal qui peut passer. On a une résistance limite. Maintenant, j'ai refait le test après que cette fameuse résine, qui est du vernicole, soit sèche. Donc là, on voit bien, on est au-dessus sur l'écran, on a 518 mégohms d'isolement et une tension de test à 500 volts. Je suis allé au maximum de la capacité. Donc ce sont tous les fils conducteurs par rapport à la tresse. Et là, on regarde, l'appareil nous indique 1 giga 5 et un test à 1000 volts. La résine est sèche, le système est isolé. Si jamais j'avais utilisé un ohmmètre, chose que je n'ai pas faite à l'époque, j'aurais pu potentiellement voir le défaut d'isolement ou pas. Colin, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a eu des... Non, il n'y a toujours pas de questions. T'inquiète pas, je t'arrêterai s'il y en a. D'accord. N'hésitez pas bien sûr à en poser s'il y a besoin s'il y a quelque chose qui n'était pas clair ou s'il y a des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas répondu. Donc on a parlé de l'isolement, qui est donc l'interaction du système extérieur par rapport au fil conducteur. On va parler aussi d'une autre chose qui peut être associée. Je vous ai parlé du frottement des conducteurs entre eux et du phénomène triboélectrique. Là, je vais vous parler de ce qu'on appelle le phénomène décharge électrostatique, ou ESD en anglais. C'est associé à ce type-là, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un frottement qui va générer une libération de charge.
Cette charge-là ne va pas rester sur place, elle va aller se stocker notamment dans quelque chose qui est typique d'un condensateur. Et dès qu'elle va avoir la possibilité et qu'il y aura un endroit où elle pourra à nouveau se décharger, elle va relâcher tout ce qu'elle a stocké. Si jamais c'est un pull qu'on vient frotter, on voit très bien les arcs électriques dès qu'on approche la main de quelque chose qui n'est plus isolant, que ce soit de l'air ou autre, un circuit électrique, et on provoque justement ce phénomène d'arc électrique avec l'autre partie, ce petit choc. Ça existe aussi sur les câbles. Il faut savoir que ce n'est pas forcément que de l'arrachement par phénomène thromboélectrique, ça peut être un système qui fuit et qui va sur le câble se charger, et au moment où on va raccorder deux connecteurs, on va avoir aussi ce petit arc électrique. Cette simple décharge, elle est pour les capteurs un danger quand ils ne sont pas protégés, parce que à chaque fois qu'on fabrique un capteur, l'objectif c'est de le faire le plus petit possible. Donc en fait, tout ce qui est petit va nécessiter nettement moins d'énergie, et cette décharge, ça peut être beaucoup trop d'énergie d'un coup, trop vite, et la dissipation n'est pas assez rapide, et on a des phénomènes de surchauffe. La photo qui est en dessous avec le MEMS et l'effet ESD, imaginez bien qu'un MEMS, ce qui veut dire une structure micro-mécanique, j'ai oublié exactement le terme en français, miniature electrico-mechanical system, donc un système micro-mécanique, électrique micro-mécanique. On parle d'usinage en nanomètres, de quelques dizaines de nanomètres. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une décharge électrique, ça a fait un point de chauffe local, et on a fondu la pièce, et donc le composant mécanique, lui, ne répond plus. Il s'est soudé. En image, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est au niveau de l'effet que ça donne, c'est si vous marchez dans une rivière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, mais simplement le fait de mettre le pied dans le fond de la rivière, ça provoque énormément de perturbations pour tout ce qui est vivant et tout ce qui est le sol de la rivière. C'est la même chose, nous, c'est un pas. Là, c'est juste une petite décharge, mais pour ce qui est tout petit, ça devient gigantesque. On a des systèmes qui permettent de protéger. Quand on voit cette fois-ci la photo à droite, c'est un capteur de crash avec un élément sensible qui est la partie 1, et l'espèce de petit diamant qui est la partie 2, qui s'appelle une diode TVS, c'est Transient Voltage Suppression. L'objectif, c'est que si jamais on a une différence de potentiel très importante, c'est le principe d'une diode Zener. Quand on a une différence de potentiel qui est très importante, notamment lors d'une décharge, on va privilégier ce circuit par cette diode plutôt que le circuit capteur. Donc toutes les décharges vont se faire sur cette diode, et on va protéger en fait l'élément sensible et le MEMS. Ça, c'est un moyen qu'on peut... Excuse-moi de te couper, tu as une petite question de Yacine dans le chat, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Ouais, je finis sur le bracelet et après je réponds à la question. Ok. Merci, merci Colin. Le bracelet antistatique, on aura une vidéo pour le présenter après. Lui, il va avoir une autre propriété, c'est d'éviter que le corps humain se charge, justement par frottement en fonction des vêtements. Il existe des vêtements qui sont aussi antistatiques, qui ont des fils conducteurs de telle sorte à ce que quand on est raccordé à une terre, au lieu d'avoir le corps humain et les mains de la personne, de l'opérateur, qui se chargent et potentiellement générer cet effet ESD, on ne soit jamais suffisamment chargé pour provoquer un problème sur la partie capteur. Bien sûr, quand on transporte, automatiquement, on a des boîtes et des protections qui vont éviter, même les mousses, on va éviter de déplacer des capteurs ou des éléments sensibles dans des mousses qui peuvent arracher des électrons. Elles auront des propriétés et des conformités, je dirais, pour éviter ce phénomène. Alors, y a-t-il un effet de pouvoir des pointes si le capteur a un faible rayon de courbure? Dans ce cas, il a tendance à attirer les arcs. Je sais pas. Je suis désolé. Il y a des questions, j'aurais peut-être pas la réponse. Je dirais potentiellement oui,
mais c'est purement théorique. Si on génère en fait une antenne, parce que le rayon de courbure est très faible, on devrait pouvoir générer cet effet de pointe. Après, on est quand même pas, on est quand même pas avec des signaux très élevés, et donc je l'ai jamais constaté. En théorie, le fait de faire une courbure, automatiquement, vous créez une antenne. Donc, ça devrait avoir cet impact. Après, comme on travaille avec on verra après des blindages, on devrait moins avoir ce souci, puisque c'est le blindage qui devrait servir justement d'antenne et être raccordé à une terre qui limitera cet effet. Donc, je dirais, en théorie, oui, si vous avez un faible rayon de courbure. Après, si vous avez une masse métallique plus importante, automatiquement, c'est elle qui va attirer moins de capteurs. J'ai jamais constaté ce problème concrètement. Autre élément qui est très important, on a parlé donc d'isolement, de rayonnement, de charge, dans toute la partie circuit. J'ai parlé des boucles de courant parce que c'est comme dans beaucoup de cas de capteurs, ou comme en médecine, je dirais, un poison à petite dose, ça peut être un médicament. Et ben, les boucles de courant, on s'en sert bien souvent pour faire de la communication, c'est-à-dire qu'on a une tension d'alimentation, l'élément capteur va se comporter comme une résistance en variant avec ce qu'il va mesurer, ou la sollicitation qu'il va subir, et il va faire varier le courant induit par la loi d'Ohm. Et donc, on va mesurer plus loin sur le circuit cette valeur de courant, et on sera capable de revenir à la valeur physique mesurée derrière. Ça, ce sont les capteurs 420 qui sont bien connus dans l'industrie, qui ont beaucoup de propriétés, et on va jouer sur cette boucle de courant. En plus, on fonctionne souvent en circuit 2 fils ou 3 fils dans des cas particuliers. C'est un principe de mesure. Après, nous, dans notre cas, où on travaille en tension, il existe encore une fois ces fameuses boucles de courant, où on va avoir des points de terre différents sur les emplacements. L'exemple qui est marqué au milieu, en schéma, c'est-à-dire qu'on a V1 et V2 qui sont deux points de terre, qui seront raccordés par la terre, et on va avoir, entre le capteur et la structure, un raccordement de terre, et on va avoir ce même raccordement de terre au niveau de son électronique d'acquisition. On va avoir justement cette boucle, puisqu'on aura tout le circuit de terre qui sera raccordé. La problématique, c'est que V1 et V2 ne sont pas forcément à des potentiels identiques. Bien souvent, ils sont différents. Et on va avoir donc ce phénomène de boucle qui va intégrer, par la résistance du système électrique, un courant induit. Ce courant induit va être en parallèle de notre signal de mesure qui nous importe. Comme on rajoute quelque chose qui n'est pas du signal autour du signal, on l'a vu tout à l'heure, s'il y a des soucis d'isolement ou s'il y a un phénomène d'induction qui se produit, on peut avoir une interaction de cette fameuse boucle de courant en parallèle du signal de mesure. Et donc, on a généré, par ce montage électrique, une interaction problématique qu'on aurait pu éviter. Alors, on n'a pas besoin de se rajouter des problèmes quand on fait de la mesure. Donc, on utilise plutôt la partie qui est en dessous, cette fois-ci, où on se retrouve encore une fois avec nos deux points de terre à gauche et à droite, V1 et V2. Sauf qu'on a mis un isolant au niveau du capteur. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir cette boucle, elle est coupée. On va bien avoir un raccordement des terres et à la même terre, parce que ça c'est important, de toutes les parties, pour avoir donc pour se décharger de tout ce qui peut être induit. Mais par contre, on n'aura pas ce phénomène de boucle qui pourrait se rajouter au signal capteur. Il faut savoir que c'est un problème qu'on a ici présenté entre un capteur et son signal d'acquisition. Si vous avez deux capteurs qui seront eux aussi à deux endroits différents, qui sont
à distance l'un de l'autre. Encore une fois, les deux points de mesure ne subissent pas forcément le même effet de rayonnement. Ils peuvent avoir des structures avec des potentiels différents aussi. Donc on va isoler chaque capteur les uns des autres, chaque élément de mesure, chaque système d'acquisition ou structure les uns des autres, pour éviter d'avoir des boucles de courant entre eux. On appelle les interactions diverses en anglais crosstalk. Ça parle de lui-même, c'est-à-dire qu'on va avoir des communications de l'un par rapport à l'autre qui peuvent correspondre à un bruit. Alors, après, je passe donc à la partie protection, ce qu'on appelle les cages de Faraday. Cages de Faraday, là, on s'en sert essentiellement sur les systèmes électriques. Je ne me suis pas arrêté, Colin, sur cette partie-là au niveau des boucles de courant, comme on passe à un autre sujet. Alors, juste une autre petite question de Christian. La surtension kV sur le capteur lié à la foudre sera-t-elle abordée? Pas à la foudre, pas spécifiquement à la foudre. C'est une norme assez particulière, la DO 160. Là, on peut en parler avec l'histoire de cage de Faraday, puisque normalement l'effet sera le même. La cage de Faraday, donc, c'est une structure métallique autour d'un élément qui pourrait être sensible. Le phénomène de la cage de Faraday, c'est que comme on est à 360 autour de ce qu'on veut protéger, si on a un phénomène qui apparaît autour de la cage, elle va apparaître de façon équivalente d'un côté comme de l'autre, et la résultante va s'opposer et donc s'annuler. Après, on la raccorde aussi à la Terre pour que tous ces éléments ne viennent pas rayonner, et on aura une fuite qui va décharger tout ce qui pourrait être induit. Le principe de la tresse qui est pour nos capteurs, en fait, c'est une cage de Faraday flexible qui va accompagner le signal de la partie capteur jusqu'à sa réception au niveau du système d'acquisition ou de traitement. L'intérêt, effectivement, ce qu'on expliquait sur les boucles de courant juste avant, c'est qu'elles vont rester en périphérie du signal de mesure, et l'isolement entre ce qu'on a vu tout à l'heure, la tresse et les fils conducteurs étant suffisant, on va éviter d'avoir une perturbation ou une transmission de tout ce qui est capté par la tresse sur la partie signal. Ce sont des essais particuliers, les essais de foudre. Encore une fois, nos capteurs sont supposés faire cage de Faraday avec leur tresse. Une voiture, c'est une cage de Faraday qui résiste à un éclair. Si vous êtes dans votre voiture, il y a des vidéos qui peuvent se trouver sur YouTube ou autre, où la personne est à l'intérieur de sa voiture, on fait passer l'éclair au travers de la voiture, et la personne à l'intérieur est complètement isolée. C'est un jeu de résistance. Il faut savoir quelle est la valeur d'isolement. Encore une fois, le mégaohm-mètre dont je montrais l'exemple tout à l'heure, il va jusqu'à 1000 volts. Il faudrait faire des essais avec des charges, ou des tensions beaucoup plus importantes pour voir si on est capable de tenir en cas de foudre, où effectivement on parle de plusieurs milliers de volts. Le système qu'on utilise au niveau contrôle électrique, je connais pas plus de 1000 ou 2000 volts. Et je ne sais pas si tous nos capteurs sont testés pour des phénomènes foudre. Tout ce qui est en aéronautique nécessite des tests qui sont supplémentaires et qui ne sont pas des tests industriels. Le principe du câble torsadé et de la tresse, bien souvent, on a beaucoup de circuits électriques qui n'ont pas de tresse, de câbles qui n'ont pas de tresse. On va bien souvent les torsader parce que, comme expliqué sur le schéma qui est cette fois-ci en bas à droite, le phénomène qui va devenir rayonnant cette fois-ci, qui va perturber en fait les conducteurs, va être une fois au-dessus, une fois en dessous, alternativement.
Et on va se retrouver avec un phénomène qui va s'autocompenser, un peu comme le principe de la cage de Faraday. C'est pas aussi efficace, mais ça fonctionne. On va limiter justement ces perturbations parce qu'on va on va retrouver ce 360 autour du système de mesure par alternance frontale et en arrière au niveau des conducteurs. J'ai mis une petite note sur les monobrins et multibrins. Globalement, le multibrin, surtout dans l'application des capteurs, aura tous les avantages de ce phénomène de tresse, puisque justement on va l'alterner. Là où le monobrin n'en a pas beaucoup plus dans ce cas-là, encore une fois, ce sera intéressant dans les cas des grosses puissances, parce que, comme on a vu, le phénomène ESD, c'est trop vite. Automatiquement, si le câble est plus gros, on aura plus de dissipation, il sera moins sollicité violemment, mais dans le cas des capteurs, c'est pas un problème. Par contre, il y a un avantage que j'ai noté qui est considérable, c'est que, à l'inverse du monobrin, si jamais il est fissuré et qu'il a il développe des micro-fissures par pincement, par écrasement, par fatigue mécanique, on a plus de chances d'en préserver encore si c'est du multibrin que si c'est un brin unique. Luc, Christian, tu as posé une autre question, toujours par rapport au module parafoudre. Module parafoudre, ce sera probablement à l'endroit où est exposé, où le système est le plus exposé. Si le capteur est sur une aile d'avion, automatiquement, on va plutôt avoir tendance à essayer de dissiper toute cette énergie proche du capteur. On va éviter, enfin, c'est toujours pareil, quand on veut mettre une protection, on essaie de la mettre au plus proche de l'endroit où elle apparaît. Si c'est le circuit électrique, on va protéger si c'est le système d'acquisition ou de monitoring, l'automate, on va protéger le système automate et c'est lui qui va avoir un raccordement parafoudre et une fuite à la terre au plus proche. Si c'est le capteur qui est par exemple sur une aile d'avion, ce que je disais, on va essayer d'avoir une dissipation au plus proche du capteur pour qu'il n'y ait pas toutes ces transmissions, soit au travers des conducteurs, soit au travers de la tresse. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a différents niveaux de tresse. Si jamais on en rajoute automatiquement, à chaque fois, on rajoute une protection supplémentaire qui va permettre une dissipation sans impacter les fils conducteurs. À savoir que si un fil conducteur a une surtension et que ça va non pas côté système d'acquisition, mais que ça revient vers le capteur même, par exemple, je pense à un MEMS type résistif, cette surtension peut provoquer une casse de l'élément sensible. Donc il faut vraiment chercher à éviter que les conducteurs récupèrent ces surtensions. À savoir qu'on a déjà mesuré des tresses, des masses qui étaient j'ai déjà mesuré jusqu'à 40 et 60 volts, là où les capteurs standards industriels utilisent du 24. Donc on pouvait avoir un potentiel associé entre terre et le 0 volt d'alimentation plus important que le potentiel qu'on utilise pour le capteur entre le fil plus et alim et moins alim. Donc voilà, ça peut provoquer énormément de soucis, perturbations et casses. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Quand on fait un test d'isolement, on est toujours avec le circuit non alimenté. J'avais mentionné sur la diapo. Simplement parce que comme on vient se mettre en parallèle, si on alimente en 24 volts un capteur qui est alimenté en 24 volts et qu'on vient faire un test de sécurité à 50 volts en parallèle, automatiquement, là, comme on est en parallèle, les tensions s'additionnent. On serait capable de générer du 75, enfin 24 et 50. 74, ça se trouve, le circuit n'est pas prévu pour tenir ça. Il est prévu pour tenir 50 volts, mais pas 74. Donc on peut provoquer des soucis. On fait toujours des tests d'isolement avec un circuit non alimenté. Là, j'ai fait une petite note supplémentaire sur la notion de ferrite qu'on voit sur pas mal de câbles électriques. On parlait du phénomène de bobine. Donc, on a un rayonnement qui vient interagir sur un câble. Le câble, c'est un cylindre. De par ce cylindre, automatiquement, on a un phénomène de bobine, même dans le câble, qui va générer ces fameux courants induits. Les ferrites, c'est le phénomène inverse.
on ne s'en sert pas pour les capteurs parce que c'est essentiellement utilisé pour des perturbations très haute fréquence. La basse fréquence dans un circuit électrique, c'est en dessous du mégahertz. Les mesures capteurs, généralement, quand on est souvent mécanique, on ne va pas jusqu'à ces fréquences-là. On peut mesurer des phénomènes dynamiques de très haute fréquence, mais par contre, c'est toujours ponctuel, c'est pas pour beaucoup de transmission de données. Donc, on n'a pas besoin de s'affranchir du mégahertz. On a déjà des filtres sur le système qui sera 500 kHz, 50 kHz, parfois 10 kHz ou moins en fonction des essais qu'on réalise. Donc, on n'a pas besoin de. On a déjà des filtres qui permettent de supprimer les trop hautes fréquences. C'est utilisé dans le cas de transmission de données essentiellement. Alors Luc a encore un problème de connexion, excusez-nous pour ces petits soucis. Oui, Yacine, il y a un problème au niveau du son, vous dites? Est-ce que avant qu'il se déconnecte, vous l'entendiez? Oui, de temps en temps, il a des petits problèmes de connexion. Bah, le revoilà. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Donc voilà, ce que je disais, et je passe, on nous avait demandé de faire une petite note là-dessus. Il n'y a aucun intérêt à avoir une ferrite sur les câbles de mesure. Encore une fois, la ferrite, c'est le phénomène inverse du phénomène de bobine, c'est-à-dire que si on a une perturbation qui est induite dans le câble, au moment où elle passe au niveau de la ferrite, de ce courant induit, on va en faire un champ magnétique, donc on dissipe. C'est pour vous laisser une pause café. Voilà. Donc, je passe à la suivante. On parlait donc de la cage de Faraday, de la tresse qui va permettre de faire un isolement de toutes les perturbations extérieures par rapport au fil conducteur. On est toujours focalisé là-dessus, c'est-à-dire protéger les conducteurs de tout ce qui peut venir perturber et se rajouter soit sur l'alimentation, et perturber l'alimentation, donc provoquer un dysfonctionnement du capteur, soit au niveau de la mesure, qui sera du bruit, ou alors capter d'autres phénomènes qui vont venir se superposer au signal de mesure du capteur et dont il faudra se prévenir une fois arrivé sur le système d'acquisition ou dans un système de régulation, je cherche d'ailleurs le terme, le système de régulation qui fait que quand on veut réguler, si jamais on a des éléments qui ne sont pas la mesure du capteur, mais je ne sais pas, une transmission ou un phénomène mécanique, une rotation, une machine, une électrovanne, on va demander à la machine de se comporter différemment alors que ce n'est pas associé au capteur. Donc là, deux informations sur cette diapo. La première, c'est celle qui est à droite, où on voit comment on travaille sur le traitement de la tresse et de tout ce phénomène de cage de Faraday qui va capter toutes les erreurs. Là, on passe sur un connecteur intermédiaire, parce que le câble est long, pour des questions de raccordement. Et on voit comment on peut le traiter, soit en raccordant cette tresse à un conducteur, soit en utilisant un corps métallique de connecteur et en raccordant les tresses de part et d'autre sur la périphérie sur la périphérie du corps qui, lui, est métallique, ou au moins conducteur. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, les masses locales peuvent avoir des tensions variées et des fois des tensions importantes associées aux perturbations électriques, magnétiques, rayonnement de tout type, frottement. Si jamais on raccorde simplement à une pin d'un connecteur à un autre, en fait, on assure la continuité de masse entre les deux tresses. Ça, c'est bien. Par contre, si ces tensions sont trop importantes, on va mettre à proximité des fils de mesure ou des fils d'alimentation une tension qu'on ne connaît pas. Et ça, là, par contre, on va potentiellement provoquer une perturbation de cette masse par rapport au circuit de mesure.
C'est bien, mais pas assez. Donc, ce qu'on fait par contre en travaillant avec des connecteurs qui ont un corps conducteur à 360, c'est qu'on va préserver au sein de ce connecteur toute cette structure cage de Faraday. Et en plus, on restera bien isolé des conducteurs, ce qui fait qu'elle ne pourra pas interagir avec eux. Donc, c'est à préconiser à chaque fois. Quand on travaille donc sur la partie, cette fois-ci de gauche, où là on part d'un connecteur, typiquement c'est des capteurs ICP ou des capteurs IEPE, des circuits avec un fil d'alimentation et 3 fils de signaux. Arrivé à un moment ou à un autre, on va aimer, notamment pour les IEPE, avoir 3 BNC qui sont le type standard pour chaque voie. Donc on va avoir besoin d'un trident. J'espère que je suis encore là, j'ai encore une saute. On va avoir automatiquement un trident. Et ce qui va être important, encore une fois, c'est de préserver cette cage de Faraday, sauf que le fil qui est orange, qui était la référence commune de chacune des voies, comme on reste sur un câble coaxial, elle va devenir la tresse. Donc elle va avoir une incidence, elle va avoir la valeur de référence et la fonction de blindage. On en parlera dans ce qui sera présenté demain. Tout ça, ça va permettre de protéger encore les signaux, sauf qu'à l'endroit du trident même, on va avoir des points de soudure, on va avoir des points de raccordement, on va changer des tresses, on va potentiellement perdre cette fonction de cage de Faraday. On le voit bien, la partie centrale est raccordée à la tresse à gauche du câble, qui est raccordée à la cage du connecteur 4 pins sur la gauche. Par contre, elle n'a pas de continuité vers le système d'acquisition. Donc on va avoir un phénomène d'antenne ici, sauf que ce phénomène d'antenne-là, qui est en périphérie des soudures, va protéger les soudures et va être dissipé sur la partie masse côté capteur. La partie donc des coaxiales qu'on voit sur les droites vers les 3 BNC sera dissipée au niveau de l'électronique, au niveau de l'électronique d'acquisition. Colin, s'il te plaît, c'est la deuxième des 2 vidéos qui montre la notion de protection. Là, ce que j'ai raccordé simplement les 2 fils d'un oscilloscope à un bornier qui est posé sur une table. Ce que vous voyez à droite, il y a le bracelet antistatique. Hein. Et je vais vous montrer l'influence qu'on a. On voit bien de l'environnement extérieur. L'oscilloscope montre, c'est un beau 50 Hz. C'est un peu flou. Si je rapproche ma main, je suis raccordé nulle part. On voit bien l'incidence que ça a sur le... Alors, c'est pas forcément très très fort, hein. Il y a un zoom, il y a une amplification, mais on voit bien que simplement le fait de rapprocher ma main, je touche pas. Si je touche, bon, bah, ça fonctionne pareil. Mais là, je ne touche pas. Après, je me suis raccordé. Et là, on va voir, j'ai mon bracelet antistatique qui est raccordé donc à la terre, on le voit bien au fond à droite, et je refais la même expérience. Donc simplement le fait de moi être raccordé à la terre, mon corps a modifié mon influence sur l'antenne que représentait le câble BNC. C'était essentiellement pour montrer la perturbation qu'on peut tous être, ou que tout équipement, en fait, vivant ou non vivant, peut avoir par proximité d'un autre système électrique. C'est vraiment la notion de rayonnement. Colin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est à 44, on a dépassé comme d'habitude un peu. Désolé pour les coupures. Non, il n'y a toujours pas de questions. Ok. Le dernier point qui est important au niveau des soudures que je mets en avant, parce que ça a aussi une incidence sur la mesure. On a 2 exemples de circuits. Celui qui est en haut à droite, et je vais passer sur celle-ci où on a fait un peu de zoom. Celle donc du coup qui est à gauche, où on voit bien des petits cônes de soudure proprement faits qui semblent homogènes.
Bon, il y en a un qui est un peu plus blanchi, c'est souvent ce qui peut arriver quand on utilise du flux, à savoir que maintenant on a les fameux composants ROHS, donc on a supprimé du plomb, on utilise du flux qui va permettre de diminuer la température de fusion et rendre plus homogène la qualité de la soudure. On voit d'ailleurs qu'il y en a un petit peu, ce sont les petites taches qu'on voit au pied sur le circuit. C'est pas le circuit qui est brûlé, ne pas confondre. On peut très bien avoir ce phénomène-là aussi si on chauffe trop et on vient brûler localement le circuit. Mais là, elles sont bien homogènes. A contrario de ce qu'on a sur la partie droite, on a un circuit, alors c'est beaucoup plus flou, mais ce qui est entouré au milieu, ce sont ce qu'on appelle des soudures sèches. C'est-à-dire que la soudure est cuite, elle a perdu son homogénéité et elle s'est craquelée. Ces craquelures, elles ont une importance énorme et c'est un véritable problème quand on travaille au niveau électrique. C'est que ça peut provoquer plusieurs choses, dont un souci énorme, des pannes intermittentes. Ça peut casser. Donc là, le problème est, je dirais, assez réglé. On n'a plus qu'à... Allô ? Oui. Je me vois encore vivant sur l'écran. On peut avoir une casse, donc les composants se désolidarisent. Vous imaginez bien que l'environnement, surtout chez nous, c'est vibratoire. On peut avoir un circuit qui s'alimente automatiquement pour fonctionner, donc qui va chauffer, et que ces chauffes vont potentiellement avoir une incidence sur ces craquelures. On peut provoquer des coupures de courant, comme un câble, ce que j'expliquais à mes collègues, un câble qui a une micro-fissure dans sa continuité. Si on alimente le circuit, de par cette alimentation va chauffer, on va avoir une dilatation de la gaine. Cette dilatation de la gaine va écarter les conducteurs et donc va provoquer une coupure. Donc on va se retrouver avec un système qui ne fonctionne pas. On va avoir une coupure de courant, donc ça va se refroidir. On va se rétracter. Le câble va retrouver sa connexion et donc ça va refonctionner. Et c'est comme ça qu'on a une panne intermittente jusqu'à ce qu'on trouve où est cette micro-fissure qui est problématique. Et bien c'est la même chose sur ce type de contact. En plus, on peut provoquer des variations, au lieu d'une soudure bien homogène, on peut provoquer une variation de résistance de contact, qui est un paramètre supplémentaire sur le circuit. Donc vous comprenez bien que ça, c'est quelque chose dont il faut se raffranchir, et c'est un problème important qu'on peut rencontrer en électronique quand on travaille avec des circuits. Bien souvent, les patins intermittents sont associés à ce type de problème. On peut bien sûr avoir des soucis dans des connecteurs qui bougent et qui perdent une qualité de contact. Ce que j'ai noté aussi, si vous regardez, on a entouré les deux au milieu avec ces craquelures. La partie droite montre aussi une soudure qui a été brûlée, où on a une petite bulle qui s'est faite. Alors apparemment, Gilles n'a plus de son. Est-ce que c'est le encore, cas Colin ? pour... Ouais, je t'entends encore. Ah. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes ? Sont OK. Ok. Parfait. Donc, voilà, ce que j'explique. Ça, c'est l'exemple de la soudure sèche. Encore une fois, quand on travaille sur la soudure, on a deux paramètres très importants. Le plus vite possible, pour pas surchauffer le circuit, parce qu'après on provoque d'autres types de problèmes. Et quand on fait généralement des soudures sur circuit, on a le droit qu'à une seule chance. Si vous faites une soudure sur un connecteur, que vous changez le connecteur et que vous décidez de le réutiliser sur un autre câble, en fait, par conduction thermique cette fois-ci, vous ne savez pas quelle est la qualité de l'isolement qui se trouve à l'intérieur du connecteur moulé. Et donc, potentiellement, vous pouvez provoquer des interactions ou des erreurs d'isolement, des perturbations, ces fameuses interactions, d'un conducteur à un autre. Donc, on conseille toujours, forcément, si c'est du travail qui ne nécessite pas de précision, c'est pas très important. Si jamais on va s'attacher à des perturbations et des signaux qui sont faibles, automatiquement, ça va commencer à avoir son importance. On va toujours utiliser quelque chose de neuf pour éviter ce type de problème où on ne sait pas ce qui s'est passé et à quel point on a endommagé
l'intérieur d'un connecteur. J'ai fini. Sauf s'il y a des questions. Ok, donc merci Luc pour cette présentation qui était très claire. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. J'espère que le problème de Gilles s'est réglé, ou en tout cas, vous avez du son actuellement. Mais sinon, normalement, tout est OK. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans tous les cas, après, donc, demain, on se retrouve donc même heure pour une autre présentation, donc, qui sera celle-ci sur les effets des signaux électriques sur les capteurs. Sur les câblages. Présentera, pardon, oui, aussi sur les câblages, que Luc donc, vous présentera. Donc, s'il n'y a pas de questions, peut-être. Il y a une question pour toi, Luc. Le 50 Hz, c'est une perturbation comme une autre. J'entends par là le blindage. Le blindage a franchi un blindage correct, un isolement correct des conducteurs par rapport à leur tresse. C'est une perturbation comme une autre. Non, j'aborde pas spécifiquement pour pouvoir le déduire. Le réduire, pardon. La session sur demain, pardon, excusez-moi, j'ai dit mal. La session par rapport à demain, c'est plus associé aux effets qu'on peut avoir sur un déphasage, aux câblages différents, ce qu'on fait en protection quand on parle de sortie avec une référence commune ou un câblage différentiel. C'est pour ça que je parlais sur la partie 50 Hz, c'est la protection, et notamment aussi les longueurs de câble et l'effet qu'on peut avoir en retardateur, c'est la notion de déphasage. On a parlé brièvement du trident avec les câbles qui devient des coaxiaux. Le coaxial a la tresse. On a un conducteur central et une tresse extérieure. Et par exemple, la tresse extérieure, elle va servir de référence dans la mesure, tout autant que de protection par rapport à l'environnement extérieur. Donc c'est différent d'un traitement des câbles quand on a deux conducteurs isolés, tels qu'on avait représenté tout au début. Pardon, excusez-moi, ça va un peu vite, mais voilà, celui-ci où on a deux conducteurs qui sont isolés de la tresse. Les effets sont pas les mêmes au niveau protection. Ça a beaucoup d'incidences, on imagine bien que c'est pas le même prix. Mais voilà, c'est ça qu'on aborde demain. Le 50 Hz, ce que j'expliquais, c'est nous, on s'en a franchi avec des tresses qui seront indépendantes de la partie conducteur. Il est clair que si on travaille avec un capteur coaxial et qu'on est à côté du 50 Hz, au même titre que les avions qui volent, si vous êtes en bordure d'aéroport, vous serez plus perturbé que si jamais vous êtes dans une zone qui n'a pas de passage d'avion, parce qu'on aura fait volontairement éloigner les avions de l'endroit qu'on veut isoler. Donc le 50 Hz, voilà, c'est la tresse et le fait qu'on ne mette pas un câble de potentielle puissance à côté d'un capteur. C'est comme ça qu'on le traite. Je vois encore Marilyn qui est en train de taper. Peut-être qu'elle a une autre question. Que j'étais déjà à la session de mercredi. Ça, Colin, je pense que tu pourras regarder. Je crois que c'est parce qu'en fait, on a mis donc la session d'aujourd'hui et la session de demain sur une même invitation. Non, demain, on parle d'autre chose. Les diapos sont... c'est celui de décembre, vous voyez, les diapos sont différentes. Ok, moi, parfait alors.
Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels, c'est pour ça qu'on l'a coupé en deux, c'est savoir s'il y a des questions spécifiques. Bien sûr, elles pourront être posées demain si c'est pas maintenant. Mais voilà, c'est pour laisser un peu plus de temps. Plus on avait débordé de 20-25 minutes, il me semble, hier. Enfin, l'année dernière, je vais y arriver. Là, c'est pour laisser plus de temps aux questions. Le message n'était pas clair, désolé. La présentation, il me semble que celle qu'on a faite en décembre, donc qui reprend les deux avec, il y a eu un rajout notamment de ce thème-là. La clarification a été faite. On a séparé la session longue de décembre en la découpant en deux parties, aujourd'hui et demain. Donc demain, c'est la suite. Ok, je crois qu'il n'y a pas peut-être si d'Emmanuel. Nous sommes bien sûr ouverts aussi aux questions hors présentation, Livestorm, webinar et autres. Ok, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci déjà pour votre participation. On se retrouve demain donc, à 10h pour l'autre thématique. Merci à Luc pour sa présentation qui était très claire. Et à demain. Bonne journée à vous. Ah, est-ce que ces webinaires sont sur YouTube? Oui, ils seront tous sur YouTube. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok. Bonne journée à tous. Au revoir.